Vous écoutez Comme du monde, le seul balado où deux charmants zinzins plongent dans l'art méconnu de la construction d'univers imaginaires. On commence ça de même. On commence ça juste avec toi qui prend ta gorgée. Parfait. Okay. Salut Julien, comment ça va? Ça va toi? Ouais, ça va super bien. Je vais te prendre une très bonne gorgée. Ouais, ben oui, c'est super bon pour ce que tu nous as fait. Bravo. Mais écoute, Chapeau. Un petit drink tiki à la goyave sur le fly. Est-ce que c'est un drink qui existe dans Gadine? Non. Non, ok. Parce que l'autre fois, t'en buvais un que... Ah, mais c'était pas en ondes. Je t'en ai pas parlé en ondes. En fait, je t'ai donné une information privilégiée. Fallait pas t'en fallait parler. pas que j'en parle de ton idéomixologie. OK. Hey, aujourd'hui, on va enfin parler de One Piece, le live action. Ouais. On va aussi lire un de tes textes que tu as écrit pour Gadine, encore une correspondance au Tribun. Vrai. Mais avant, je voulais répondre à un critique de l'émission. OK. On a des détracteurs. Hein? C'est quelqu'un qui aime l'émission, je pense. Il y a normalement des bons commentaires, mais il y avait quelque chose qui l'agaçait. Je pense que c'est important de prendre un 2 minutes pour... Wow. Est-ce que je devrais m'inquiéter si tu as un commentaire sur moi? C'est surtout sur moi, en fait. Ça nous touche les deux. Je sais pas trop comment le prendre. Cette personne-là m'a dit... bon, salut, là, c'est Marc. Allô, Marc. Ah, salut Marc. Il a dit... je suis d'accord, votre émission, c'est vraiment bon, j'aime ça. La seule affaire avec quoi je suis pas d'accord, c'est qu'au début de l'émission, on fait mention que vous êtes deux zinzins. Et il était d'accord avec le fait que toi, t'es un zinzin, mais pas d'accord avec le fait que moi, je suis un zinzin. Il dit, toi, t'es pas un zinzin dans la vie. Fait que je voulais savoir, comme c'est quoi ton idée là, par rapport à... Je trouve ça drôle que moi, j'en suis. Ouais. Tu sais, il dit, j'aimerais ça, les gars, que vous ayez un peu plus de respect pour vous-même, tu sais, parce que vous êtes pas des zinzins. Quoique, Joël... C'est peut-être un zinzin. C'est un zinzin. Mais c'est quoi un zinzin? Ceux de l'espace ou en général? Non, ceux de l'espace, je les connais, là. Je sais que je suis pas un zinzin de l'espace. Sérieux, quand est-ce qu'on va recevoir un genre de je sais pas, là, des dividendes, là, pour plugger toutes les vieilles affaires de Canal Famille? Je sais pas. Je sais pas. On devrait, je pense, commencer. Ouais, le loup-garou du campus, les zinzins de l'espace. Ah, ben là, c'est peut-être Télétoon, ça. Je sais pas. Ok, les cafards, c'était Canal Famille. Ouais. Ben, Vrac. Les super bébés, c'est ça? Ça existe plus, Vrac? Ah non, ça existe plus, c'est fini. Hey, mais ouais, les zinzins. Moi, je suis un zinzin, toi, t'en es pas un. Non, écoute, c'est de la difficulté à le définir. Je pense que quand j'ai écrit la ligne que je fais lire à Geneviève Brouillette, c'est vraiment juste parce que, écoute, j'avais 5 minutes entre deux autres affaires pour écrire une ligne qui allait apparaître devant notre podcast. Mais genre, je trouvais que zinzin, c'était sympathique. Mais elle te connaît. Ah non, c'est pas vrai, c'est 4K qui avait écrit ça quelque part quand elle me donnait des exemples de genre, si vous parlez de vous-même, soyez sympathique, puis elle avait écrit zinzin, puis je dis, ça, je le prends. OK. Fait que, est-ce que... J'avoue que je sais pas encore. Est-ce qu'il faut que je modifie mon comportement pour être plus zinzin? Ou il faut qu'on modifie l'intro pour faire plaisir à Marc? Je sais pas. Je pense qu'il faut que Marc modifie ses attentes. Ah, OK. Ouais, ça, c'est peut-être quelque chose qu'il pourrait faire. Ouais. OK. Je pense qu'on est là. Et ça vaut pour tous les auditeuristes de Comme du monde. Modifiez vos attentes vers le bas, en général. Ouais. Puis vous allez toujours être impressionné. Mettez de l'eau dans votre vin. Ouais. On se calme. Ouais. Prenez votre gaz égal. OK, bon, ben ça, c'est dit. Ouais. Puis, t'es allé au vu, toi? Je suis allé au vues. Ah oui, ben, moi, j'ai passé l'automne à aller au vues. Puis à faire des vues. À faire des vues? Ben, je travaille sur des plateaux de tournage. Puis, tu le sais, parce que le mois de septembre, puis même un peu octobre, ont été durs sur mon système nerveux. Sur tes heures de sommeil? Ouais. Là, je rentre dans ma vie personnelle, mais tu sais, j'enseigne au cégep. Ouais. Fait que j'avais une rentrée scolaire. Puis en même temps, on a parti un podcast. Fait qu'il y a tout ça à faire. En même temps, mon éditeur venait avec des versions du manuscrit de mon premier roman qui va sortir à l'hiver. Fait que j'avais à travailler là-dessus. Fait que c'était comme déjà bien chargé, mais je me suis pris comme un idiot fini des contrats de régisseur sur un court-métrage. Ce qui conclut, dans le fond, 1 an de travail. Il y a 1 an, j'ai commencé à travailler au département de logistique de films indépendants québécois. Puis donc, j'ai passé 1 an à faire ça. Puis, je sais pas si je vais continuer. En fait, c'est sûr que je vais continuer puis je vais en refaire. Mais il faut que je choisisse mieux les moments où j'en fais. Parce que là, j'étais au bout de mes énergies. Puis, je sais pas, on s'est vu un peu dans le cadre de ce mois-là. Ouais. Et
t'as vu mes cernes, mes Twitch, j'étais comme très, très, très surmené parce que j'avais trop de choses sur mon assiette. Est-ce que t'en as tiré du positif? Absolument. J'adore le milieu d'un plateau de tournage, l'effervescence que ça crée, le fait qu'il y a quelqu'un là-dessus, cinéaste, scénariste ou réalisatrice, qui avait une idée, puis que a passé 3-4 ans à écrire, réécrire, faire un découpage technique, trouver l'équipe, nanana, puis finalement, dans le cadre d'une semaine ou un mois et demi, tout va se passer. Fait qu'il faut que tout soit fait au quart de tour, avec plein de gens à gérer en même temps. Moi, mon mandat, c'est la régie. Ça veut dire s'assurer que tout le monde sur le plateau ait tout ce qu'il lui faut sous la main puis soit heureux. C'est juste ça. Fait que c'est de gérer le traiteur autant que de gérer la location de la caméra à la compagnie qui loue la caméra. Ouais. Etc. C'est de là que ça vient ton hospitalité, là. Me servir des vieux sandwichs. Je t'ai servi des vieux sandwichs parce que c'est des restants d'un traiteur que j'ai ramené chez nous puis j'ai mis dans le congèle. Ouais. Puis là, on le ressort 3 semaines plus tard. Puis on le sert à Julien. Je me plains. Puis c'était déjà pas si bon, ce sandwich-là, quand il a été servi en collation. Après ça, il a passé 6 heures à traîner sur une table craft. Après ça, il a passé 2 heures dans mon truck à revenir à Montréal puis aller porter des affaires pour finalement finir son bout de chemin à 2 heures du matin dans le congélo, pas touché pendant 3 semaines, sorti à soir, donné à peine réchauffé, température pièce, à Julien Lefort. Fait que c'est un cadeau, là, que je te fais, là, c'est comme sur un plateau d'argent, puis toi, tu chiales, mais c'est... Je chiale pas, je suis content, mais je te dirais qu'on goûtait exactement ce que tu viens de décrire. On goûtait ce trajet-là. Je vais revenir au sujet principal. Oui, vas-y. T'es allé voir des bons films? Qui est que, en fait, il y a une effervescence en ce moment dans le cinéma québécois. Ah ouais? Il y a vraiment du bon stock qui se fait. Fait que moi, je suis fier des films sur lesquels j'ai travaillé. Il y en a un qui est sorti, j'ai travaillé il y a 1 an, puis il est sorti au début à la fin de l'été, en fait, Les Chambres Rouges. Ah, j'ai toujours pas vu Les Chambres Rouges. C'est super bon. Pascal Plante est à son meilleur. C'est vraiment un bon film. Mais aussi, il y a plein d'autres affaires que je veux juste... Le cinéma Beaubien, quelques semaines, avait pour la première fois depuis très, très, très longtemps seulement du stock québécois à son affiche. Tu sais, il y a des bonnes choses qui se donnent en ce moment. Puis je vais pas toutes les nommer, mais allez voir du cinéma québécois. On est dans une belle période. Il y a toutes sortes de choses imaginatives qui sortent. De solo à simple comme Sylvain à... Là, récemment, cette semaine, je suis allé voir Vampire humaniste, cherche suicidaire consentant d'Ariane Louis XVI. Ouais, j'ai hâte de voir. Qui était... J'avais pas participé, là, mais j'étais à la première... parce que j'avais participé, mais de très très loin. Genre, j'ai fait de la traduction, du synopsis pour faire de la com. Tu sais, j'étais pas sur le plateau, mais j'ai vraiment été impressionné par l'écriture, par vraiment le contrôle de la narrativité qu'avaient les 2 co-scénaristes, Christine Doyon puis Ariane Louis XVI. Et puis, en général, c'est un très beau film, c'est un très bon film, mais j'ai trouvé que c'était vraiment, c'était au quart de tour, puis le jeu d'acteur est top, fait que il porte bien, les dialogues sont bien écrits, fait. Puis on n'avait pas eu au Québec de film de vampire depuis Carmina 2. Carmina 2 était nettement moins bon que Carmina original. OK. À mon avis. OK. Puis, ça commence à dater. Je sais pas qu'est-ce qui se passe de nos jours avec Isabelle Cyr. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler d'elle. Mais Gildor Roy est rendu à une toute autre phase de sa vie. Là, on peut penser que ça date un peu, Carmina. Ouais. Qu'est-ce que toi t'en penses, Julien? Qu'est-ce que je pense de Carmina? Je me rappelle juste du bout avec la tondeuse, moi. Mm-hmm. C'est comme un souvenir d'enfance, en fait. Ouais. Ouais, ça me faisait vraiment peur, Carmina. Un souvenir comme pas un bon souvenir. Non, j'avais peur, moi. Ouais. Mais quand je dis aller voir du cinéma québécois, j'invite pas particulièrement à aller regarder Carmina, mais pourquoi pas? Oui, faites-vous plaisir. Mais en même temps, profitez-en pour voir c'est quoi la nouvelle version de ça. Film de vampire ado qui vient d'être fait et qui, ma foi, est très bien foutu. Ouais, fait que c'était une belle lettre d'amour pour le cinéma québécois. Ouais, et puis je commence à mûrir l'idée que il faut inviter des réalisateurs, réalisatrices ou scénaristes à Comme du Monde là, pour parler un peu de
de comment ils ont... Parce que justement, Vampire Humaniste cherche suicidaire consentant, il y a du world building, c'est un film de vampire, t'as pas le choix de prendre des décisions démiurgiques, tu sais. Ah ouais. Fait que, c'est ça. Ce qui est pas... Quand tu fais des films de genre, ça va de soi que tu vas faire de la démiurgie, tu sais. Puis il y en a pas beaucoup des films de genre québécois, c'est tout le temps un peu des films plus collés sur notre réalité, fait qu'il y a un peu moins de world building. Cool, man. Ouais. Sur ce, parlons d'une production américaine, d'une multinationale japonaise, ouais. Écoute, une chance que j'ai fait cette varia-là, regarde, là, au moins, on a comme coché la case locale, c'est fait localement, puis là, on peut parler de choses internationales. Ouais, fait que One Piece. Ben là, peut-être... Mettre en situation, peut-être? On commence par dire c'est quoi avant même One Piece? de mettre en situation, là, tu m'as proposé, après l'avoir écouté, que je prenne le mois pour le regarder de mon côté puis qu'on puisse en parler, en me disant « Tu vas aimer ça ». C'était ça ton pitch. Ben, j'ai dit ça pour te convaincre de le faire. OK. Parce que moi, je l'ai regardé, puis après ça, je savais que j'allais avoir un mois infernal avec aucun temps. Fait que je fais comme, je peux pas me permettre de regarder une série télé ce mois-ci. Fait que je vais... Ni de lire un livre. Je vais forcer Julien à regarder l'affaire que je viens de regarder. Comme ça, moi, j'ai pas de devoir. Malade, parce que j'ai la même affaire à faire pour toi pour la prochaine critique. Fuck! Je vais avoir mon propre jeu. Mais je dirais, moi, je commencerais par dire que j'ai vraiment aimé ça. Ouais. Je connaissais rien. Je connaissais pas... Je pense que c'était ta situation aussi. Je connaissais pas le manga. Je savais que ça existait, mais je connaissais pas le manga. Je connaissais pas l'animé. Je savais que ça parlait de pirates. C'était ça ma connaissance. Vois, moi, je savais même pas. Ah, OK, bon. Moi, ce que je connaissais de One Piece, c'était des gens qui trippent sur One Piece puis qui me gossent pour que je regarde One Piece. Ah, bon. Fait que j'ai écouté ça avec ma blonde. On a trouvé ça super bon, les deux. Fait que c'est le moment. Si tu l'as pas écouté à la maison, pèse sur pause, mets cet épisode-là dans ton backlog, là, tu l'écouteras une autre fois, puis va l'écouter. Ouais. Si tu penses que peut-être que ça t'intéresserait, oui, ça va t'intéresser. Si t'es un peu intrigué, oui. Puis surtout que nous, ben, on va pas se barrer, là, on va parler... on va tout divulgacher, mais divulgacher. Je sais pas pourquoi tu dis ça à ce point-ci, parce que on divulgage tout le temps tout, même si on l'a pas annoncé. Ça, au moins, on l'a annoncé. Ouais, là. c'est dit. Mais le nombre de fois qu'on dit la fin de quelque chose... Hey, la guerre des étoiles. Non, Fight Club. On les compte plus, non, là. C'est ça. On les compte plus. Des fois, on parle de quelque chose sans dire la fin. Ça arrive. Ça arrive. On a parlé des No Good. On n'a jamais dit la fin. On n'a jamais dit la fin. It's no good. Je pense qu'il devient sultan à la fin. Il devient calife, ouais. Calife à la place du calife. Exact. Puis il y a un autre Is No Good qui arrive, puis là, le cycle recommence. OK, hey. Fait que One Piece. OK, ben, premièrement, One Piece, c'est quoi? C'est le manga le plus vendu au monde. Ouais. C'est donc une BD japonaise faite à la japonaise, inspirée, qui hérite d'une tradition d'estampes ancienne, médiévale. Et c'est ça, le manga, c'est un shonen. Un shonen, ouais. C'est-à-dire... Un manga de combat. Là. Un manga de combat dans lequel il y a toujours un adversaire plus puissant qui se pointe le bout du nez, puis on a comme une progression. C'est très man versus man comme système. C'est pas obligé de tout le temps être ça. Mais c'est très ça. Ben, étant donné que c'est de la piraterie, il y a beaucoup de man versus system. Oui. Il y a man versus fate. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a là-dedans. d'affaires qui se mélangent. Puis c'est ça, fait que c'est un manga qui dure depuis la fin des années 80, début des années 90, je me souviens plus de l'année exacte. Donc ça l'a roulé sa bosse, mais ça n'a jamais arrêté. Et encore aujourd'hui, il en sort des nouveaux. J'ai entendu dire que la fin approchait, par contre. OK. Qu'on était comme dans le dernier arc. Ah! Là, je sais pas à quel point on peut se fier là-dessus, parce que tant que c'est lucratif, j'imagine que ça va perdurer. Fait que c'est le BDiste, là, c'est le mangaka, excuse-moi. C'est Eiichiro Oda, qui est un mangaka connu pour One Piece. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait d'autre. J'avoue que je connais vraiment pas assez l'univers du manga. Mais l'anime a suivi sous peu. C'est devenu donc une série de cartoons à la japonaise. Et ils ont au-dessus de 1000 épisodes à notre jour aujourd'hui. Fait c'est un peu intimidant. C'est extrêmement intimidant, mais aussi c'est le genre de truc que je me dis d'emblée, je regarderai pas ça. Parce que si j'aime ça, je suis faite. Ouais. J'ai un podcast à runner. Fait que... T'as des plateaux à régir. À régir. Ouais, j'ai pas de temps pour
regarder 1000 épisodes. J'ai juste le temps pour regarder épisodes. Ben, je peux peut-être parler un peu de l'histoire avant qu'on commence. Oui. Ça se passe... Saison 1, hein, disons-le. Saison c'est quoi 1. qui est sorti? C'est la saison 1 de One Piece. Puis on connaît rien ni l'un ni l'autre du manga ou de l'animé, fait qu'on on pourra pas aller plus loin que la saison 1. Série Mais... Netflix originale, faite en prise de vue réelle, donc c'est une adaptation en vrai. Ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, on est dans un monde inventé complètement, en tout cas, qui semble être à date, on est juste à la saison 1, qui est dominé par la piraterie. On commence avec l'exécution du genre de roi des pirates. Et ce roi des pirates-là, le jour de son exécution, va juste comme annoncer que son trésor, le fameux trésor légendaire du roi des pirates, est quelque part dans le monde. Mm-hmm. Et il est là pour être trouvé. Puis ça, ça se passe devant une foule de personnes qui vont se mettre à capoter, littéralement, et qui va engendrer une sorte d'âge d'or des pirates. Ouais. La scène se finit avec une émeute. Ouais. On comprend que tout le monde part à la recherche du trésor. Ce trésor-là qui s'appelle le One Piece, dont le titre de... Oui, c'est ça. Moi, j'étais bien confus sur le titre avant de comprendre ça, mais c'est une partie de son trésor ou je sais pas quoi. Le trésor s'appelle One Piece, mais des fois, c'est juste une adaptation japonaise de l'anglais. Ouais, là. c'est ça. En japonais, c'est One Piece, puis c'est vraiment comme le mot anglais One Piece Ah ouais, dit en japonais. Fait que c'est quelque chose de spécifique, puis peut-être que Eiichiro Oda parle pas super bien anglais, puis qu'il fait des choix qu'il trouve qui sonnent bien, mais qui veulent rien dire. Je sais pas. Fait qu'on va suivre Luffy, qui est un pirate autoproclamé, un jeune pirate, qui décide qu'il part à la recherche du One Piece, sauf qu'il part de rien. Il va se faire des amis pendant sa quête du One Piece. On peut dire que Luffy, c'est vraiment le genre de personne comme super positive, qui se fait des amis facilement, qui est capable de rassembler les gens autour de lui. Puis en bon shonen, il va avoir plusieurs obstacles qui vont se dresser devant lui, puis il va leur casser la gueule. Avec ses pouvoirs spéciaux, Luffy est capable d'étirer son corps. Vraiment beaucoup. Un peu comme Mr. Fantastic. Là. Un homme caoutchouc. Un homme caoutchouc. Au terme de la première saison, on n'est toujours pas dans un moment où il a trouvé le One Piece, mais on est dans un moment où, à travers les épisodes, il va rencontrer des personnages et ces personnages-là vont se joindre à son équipage. Mm-hmm. Il va aider... Lui, il veut être un pirate. Lui, il va être un pirate. Puis il dit à tout le monde qu'il veut être un pirate, puis tout le monde s'en fout un peu, mais à travers la première saison, ce qu'il réussit à faire, c'est convaincre tous ces gens-là d'être son équipage. Ouais, puis de devenir des pirates avec lui. Ouais. Des pirates différents. Des bons pirates. Des bons pirates. Puis c'est ça. Au terme de cette saison-là, on a l'impression qu'il a réussi à trouver ses amis, puis à convaincre ses amis de faire partie de son équipage, et ils vont partir sur leur quête de trouver le One Piece. Mais ils ont chacun leur objectif. Là. Chacun des membres de l'équipage a son objectif personnel. Mais on suit Luffy qui cherche le One Piece. Ouais. Merci pour ton synopsis. Plaisir. Qu'est-ce que tu penses de ta capacité de faire des synopsis? Mais je pense que je m'améliore. Ouais. Parce que j'ai trouvé que tu étais très efficace. J'ai même fait exprès de t'interrompre à plusieurs reprises pour dire des affaires pas importantes, savoir si t'allais être capable de te reprendre. Pour me garder sur mes deux pieds. Ouais. Puis tu m'as impressionné, mon tabarnak. Ouais. T'as bien fait ça. Merci. Ouais. OK. Fait que, qu'est-ce que t'en penses de One Piece? Tu dis que t'as super gros aimé ça? Ouais. Mais là, on dit que c'est une affaire de pirate, puis il faut dire que c'est vraiment éclaté. Beaucoup la culture des mangas est vraiment omniprésente là-dedans. Mm-hmm. C'est pirate mais manga, dans le sens où ma première réception, c'était que j'avais l'impression qu'on se retrouvait dans un genre de monde de Mad Max version pirate. On a ces genres d'ego géants là qui sont le résultat du roi des pirates qui est exécuté au début, là, clairement. Là. Ouais. Puis ces pirates-là sont comme plus grands que nature. T'as vraiment comme des légendes qui parcourent l'océan, qui ont tous des égos démesurés, mais en même temps sont tous super puissants. C'est coloré, c'est unique.
Mais il y a vraiment ça dans la tradition du manga, là. Ouais. D'avoir... Tu sais, on parle des fois du rule of cool, là, mais dans un manga, là, il y a tellement une prépondérance de juste... Ça, c'est une idée loufoque, ou ça, c'est une idée vraiment hot à voir. Fait qu'elle fait partie de la démiurgie, on l'accepte, et non, c'est pas crédible du tout. C'est assumé. Ouais. C'est comme ça. Puis, ce que je m'attendrais d'une adaptation cinématographique, c'est de camper ça dans le dark and gritty, puis de rendre ça, tout ça est plus réaliste, etc. Comme le DCU, là. Puis j'ai, comme le DCU. Ouais. Mais ce que j'ai adoré dans, tu sais, quand je t'ai dit oui, regarde-le, c'est que je me dis, c'est vraiment comme regarder un manga ou un animé. Ouais. Mais c'est en vrai. Ouais. Mais ils ont pas été frileux de mettre des trucs que d'habitude, c'est complètement idiot, puis tu laisses pas ça dans quelque chose qui se veut sérieux, tu sais, pour avoir des codes d'écoute américaines, etc. Non, c'est complètement idiot, c'est une niaiserie, mais ça fait partie de l'univers, on le laisse. Ouais. Puis des exemples de ça, mineurs, mais mettons, le commandant, qui est, spoiler alert, le grand-père. Le grand-père de Comment il Luffy. s'appelle déjà? Je me rappelle des noms de tout le monde, mais pas lui. Garp. Garp. Oui, c'est le monde selon lui. Il s'appelle Garp, hein? Je pense que c'est Garp, ouais. OK, cool. Ben, c'est Garp. Garp, commandant ou je sais pas quoi, là. En fait, c'est qu'il y a comme une genre de marine mondiale. Là, oui, genre de expliquons-le. Il y a un gouvernement mondial. Ouais, avec des Marines, tu sais, carrément, là. Il y a une marine militaire qui occupe l'océan pour, dans le fond, attraper les pirates. Ouais. Contrer la piraterie. Mais, un moment donné, il y a une scène où ce qui apparaît, une des premières scènes où il est là, puis il y a un chapeau de chien. C'est comme... Tu te rappelles-tu de ça? Oui, ben il le porte aussi à plusieurs reprises pendant la série, mais oui, mais dès sa première apparition... Il y a un chapeau. J'étais comme... Hein? Qu'est-ce qu'il porte? Je suis comme... Ah oui, c'est une affaire que un mangaka a trouvé drôle de dessiner. Oui. C'est juste ça. Ouais. Mais ça fait toute sa personnalité. Ça finit dans la série Netflix. Fait que je fais comme... à ce moment-là, c'est ce genre de choix-là, premier épisode, que je me disais, OK, ils ont vraiment voulu pas édulcorer quoi que ce soit, pas rendre ça réaliste, ils ont gardé le premier méchant, il y a une hache à la place de la main. Ouais. Puis il s'appelle genre Axe Guy. Ouais. Tu sais, il y a un nom, là, mais c'est comme ça, ils font référence. Son vrai nom, en plus, c'est Captain Morgan. Fait que tu vois, déjà... Ben là, ça, il y a ça partout, là. Ouais. Il y a Dracul Mihawk. Ouais, c'est comme Dracula, Faucon Pèlerin. Ouais. Il y a vraiment... Shanks, Red Hair Shanks... Il s'appelle juste Red Hair, il a les cheveux rouges. Ça, tu peux t'imaginer que c'est comme son nom de pirate, là? Mais, mais non, parce que, peut-être, mais j'ai checké la version française, son nom de famille, c'est Leroux. Comme un nom de famille normal. Ouais. Zoro, Roronoa Zoro. Lui, j'ai haï son prénom, là. Roronoa Zoro. Ouais. Tu sais, il y a Zoro, Dracula. Zoro, parce qu'il est bon à l'épée. Morgane. C'est comme... Ouais. C'est complètement over the top, là. Il y a comme aucune honte à être niaiseux. Ben, c'est sûr que toi, si tu penses que tu vas écouter ça, puis tu vas faire comme, ben voyons donc, quelqu'un qui s'appelle Zoro, écoute-le pas, là. T'auras pas de plaisir. Faut que tu... Faut que tu sois prêt à jouer le jeu. Il y a un buy-in, là. Tout à fait. Ouais. Puis... Excuse-moi, je t'ai coupé, tu parlais de Garp et de son chapeau. Juste que c'était un exemple d'à quel point il y a un buy-in. T'sais. Ouais. Les escargots téléphones. Les escargots téléphones, c'est la chose qui m'a rendu le plus mal à l'aise. Les escargots téléphones, c'est la chose qui a le plus pas rapport là-dedans. À un moment donné, il fait manger de la laitue pendant une scène de dialogue entre Garp pis Kobe, genre. Il fait manger de la laitue en même temps, pis je fais comme, man, tu donnes de la laitue à ton escargot téléphone. Ouais. Mais ça passe super bien dans un animé, mais en vrai, c'est la chose qui était la plus comme... Puis même Nami, elle a la version Bluetooth. Oui. Elle a la version in-ear, ouais. C'est incroyable. Toi, ça a pas passé. Moi, je me suis dit, ça... c'est le contraire de ça a pas passé. Je me suis dit, ça, s'ils ont été jusqu'à se permettre ça, j'aime ça parce que ça délimite à quel point je peux m'attendre à ce qu'ils soient whack. Ils vont faire les choix esthétiques les plus aberrants, puis jamais les motiver. Puis l'escargot téléphone, pour moi, c'est l'exemple numéro 1 parce que c'est premier épisode vers la fin. Fait que tu vois le premier escargot téléphone, puis tu fais comme, OK,
c'est là-dedans que je m'embarque. Ouais. Puis quand ça te dit, genre, play next episode, c'est un choix. Mais le premier épisode, il y a ça, puis il y a la capitaine Ah oui. d'un groupe de pirates qui a comme un régime de terreur. Alvida. Alvida, puis elle a c'est une masque, elle a? Un genre de masque d'armes, là, avec des En c'est comme canard rose, avec des là. studs. C'est vraiment spécial. Ouais. Puis c'est mêlé avec beaucoup d'extrêmement mondains. Exemple, Kobe, Ouais. qui est juste un petit gars avec un t-shirt puis des lunettes. C'est un drôle d'environnement. Pendant ce temps-là, t'as genre un comptable mouton. Ouais. Et on sait pas pourquoi, mais c'est un homme mouton. Fait que l'époque est dure à déterminer. Tu sens que c'est vraiment une époque... ça n'a pas d'importance à quelle époque, c'est dans un monde qui est comme inventé. Ouais. Mais dans ce monde-là, tu peux être habillé comme t'es là. Là, tu peux avoir ton chandail trop petit d'archi. Il y a même des prints. Tu sais, Luffy a un print Anchor. Ouais. Puis je pense Usopp, dans ses flashbacks, il y a une espèce de bandana avec un bonhomme dessus qui a de l'air d'être genre sérigraphié. Mais c'est très... il y a ça aussi dans Dragon Ball. Mais oui. Les gens portent des tuniques, mais ils ont des capsules qui peuvent comme sortir C'est très anachronique. Ouais. Puis c'est volontairement anachronique. Exact. Il y a rien là-dedans. Ça, tu l'as même aussi dans la première scène où il exécute le roi des pirates. Dans la foule, t'as l'impression de voir une foule de nos jours. Là, les vêtements sont quelconques. Puis, Mais l'environnement fait 17e siècle. ben, c'est comme si ça se passait aujourd'hui, puis que là, tout d'un coup, tout le monde se mettait à triper ses pirates. Fait que là, on s'habillait tout en pirate, mais aujourd'hui. T'sais. Mais si on peut revenir à cette scène-là, là, Ouais. Gold Roger, Ouais. le roi des pirates. le roi des pirates qui se fait exécuter devant le public Par Garp. par Ben, Garp par les lui-même. hommes de Garp, ouais. Puis même l'intro, il y a comme une voix, une narration je sais pas si tu te rappelles, mais au Ouais. début du premier épisode, il y a une narration qui finit en disant, qui explique tout le monde, genre, c'est un monde, tu sais, c'est Waterworld, etc. Puis ça finit en disant, this is a world of pirates. Ouais. Et ça nous met, dès le départ, la seule affaire qu'il faut qu'on comprenne de ce monde. Ça nous le met clairement. Puis l'exécution de Gold Roger, après qu'il ait juste comme teasé la crowd en disant « Hey, moi j'ai un trésor, allez le trouver, soyez tous des pirates! » Mais ça nous donne le MacGuffin, ça nous donne, c'est-à-dire l'objet de quête de n'importe quel personnage. Ouais. Mais ça nous donne la promesse du récit. C'est-à-dire, je sais à partir de ce moment-là que mon personnage principal, j'ai même pas encore rencontré mon personnage principal. Mon personnage principal va aller trouver le One Piece. On le sait d'emblée. Puis c'est ça. Puis peut-être qu'il va pas le trouver, peut-être qu'il va le trouver, qu'il va être déçu, voilà. Mais ma quête, ça va être ça. Fait que je vais passer soit toute la saison à aller le trouver, soit 6 saisons à aller le trouver, ou soit toute l'histoire de 30 ans d'animé, 1000 épisodes, à aller le trouver. Je sais pas encore. Mais clairement, on va aller le trouver. T'sais. Ouais, mais tu sais, la phrase, c'est pas à propos de la quête, mais c'est à propos des amis qu'on se fait. Oui. C'est ça, One Piece. Oui. Moi, j'ai trouvé ça super chaleureux. Mais le personnage... J'avais du plaisir à voir des gens devenir amis. Mais c'est ça, mais ça vient du choix de personnage principal. Il faut qu'on en parle. Ouais. Monkey D. Luffy, c'est le personnage principal pour One Piece. Ouais. Si t'avais eu n'importe quel autre type de personnalité, ça serait pas mal plus plate. Ouais. Mais lui, c'est un optimiste invétéré. Il y a rien qui peut le faire changer Il d'idée. croit en la bonne nature d'absolument tout le monde. Et il croit qu'il va gagner tout le temps. Parce que c'est une bonne personne, puis les bonnes personnes gagnent. C'est un genre de sage, un peu. Ouais. Dans le sens où il va te voir, puis il va te dire, toi, c'est quoi que t'as le goût de faire? Il est pas... C'est vrai, il est très intéressé il pense pas à lui, il est intéressé par les autres. Et lui, en fait, lui, il est fier. Il est fier de ce qu'il est. Puis il le dit tout le temps. À chaque personne, il dit « Je vais trouver le One Piece, je vais être le roi des pirates. Ouais. » Ça, c'est son speech. Puis il dit « Veux-tu faire partie de mon équipe? » Fait que tu te dis « Ah, il est comme narcissique, il va être le roi. » Non, parce que la moitié de la conversation, c'est ça. Puis l'autre moitié, c'est tout le temps « Toi, c'est quoi ton truc? Est-ce qu'on peut, genre, l'atteindre ensemble? » En fait, c'est que lui, il a trouvé sa raison d'être. Mm-hmm. Puis il est entouré de gens qui l'ont pas trouvé ou qui ont pas réalisé que c'était à portée de main, tu sais. Ouais. Puis comme moi, ça marche pour moi. Pourquoi ça marcherait pas pour toi? Tu sais, il croit à ça même quand la personne elle-même n'y croit pas. Ouais. Fait que c'est vraiment lui le moteur du changement de
de bien d'autres personnages. Fait que tu sais, t'as ça, là, puis ça, c'est comment t'appelles ça? Le flat arc, l'arc plat, l'arc narratif plat. Est-ce qu'on a déjà parlé de ça? On n'a jamais parlé de ça. Tu sais, l'arc narratif naturel, c'est ton personnage principal, au début, il y a un mensonge intérieur. Il se met à lui-même sur quelque chose. Puis à la fin du 3e acte ou du 5e acte, peu importe ta structure, mais à la fin, il a trouvé sa vérité qui va faire qu'il va être heureux. Mm-hmm. Puis ça, c'est un arc narratif des plus classiques. Mais concurremment à ça, t'as l'arc narratif plat. Un personnage qui, dès le début, sait exactement qui il est, qu'est-ce qu'il vaut, puis qui est déjà parfait et accompli. Puis ce qui va vivre un arc narratif, ce qui va changer, c'est pas le personnage principal, c'est le monde autour. Son influence bénéfique va améliorer l'univers qu'il habite. Puis ça, c'est plus rare, puis le faire, ça, c'est moins, c'est plus difficile peut-être à bien écrire comme histoire, mais dans les shonen, c'est assez fréquent. Sangoku, ouais. Sangoku, c'est exactement ça. C'est ça qu'il fait tout Lui, le temps. il est tellement, il y a pas de défaut vraiment. En tout cas, il y a des petits défauts là. Il mange trop. Il est naïf. Il est naïf, mais être naïf, ça fait partie de l'arc narratif plat. Ouais. Paddington. Oui, c'est vrai. Paddington, ouais, hein? c'est un exemple stellaire de ça. Il est comme extrêmement bon avec tout le monde, puis il croit en tout le monde. Puis il arrive à Londres, puis asti que l'Angleterre est poche. Ouais. Comparé à son esprit gris, à lui. bleu, puis lui, il fait juste mettre de la couleur partout. Ouais. Oh, on pourrait faire un épisode sur Paddington. T'as vu les 2 films Ouais. de Oui. King? C'est ça son nom de famille? En tout cas, à vérifier, mais wow. Je sais pas c'est quoi le nom de la personne qui a fait ça, mais c'est des 2 très bons films. Mais oui, c'est ça. Fait que pour moi, Monkey D. Luffy, c'est encore une fois, c'est l'archétype de l'arc plat. Lui, ce qu'il a à apprendre puis ce qu'il a à évoluer, c'est mineur. Ouais. C'est surtout le monde autour de lui qui va évoluer. Puis entre autres, le fait qu'il lui faut un équipage. Fait que chaque membre de son équipage, lui, va être une influence positive sur cette personne-là. Ouais. Parlons-en peut-être un peu de... Des membres de l'équipage? Ouais, de cet équipage-là. Ben oui. Moi, j'ai été complètement charmé par les choix... tu sais, on parlait d'affaires qui étaient over the top, là. Mm-hmm. Le fait que, c'est-tu le premier qui recrute Roronoa Zoro? Mais dans le premier épisode, on voit Nami puis Zoro avec genre chacun de leur bord. Puis à la fin, les deux puis Luffy se ramassent dans l'espèce d'arène. Oui, puis les 3 vont se battre côte à côte. Les 3, ouais, il y a un rassemblement des 3 personnages qui vont devenir le début de ton équipage à la fin de l'épisode 1. Bon, fait que Roronoa Zoro, c'est un tueur de pirates, un chasseur de primes qui tue des pirates pour vivre. Il est comme connu par les pirates. Les pirates ont peur de lui. Ouais. Sa caractéristique quand on le rencontre, c'est qu'il a 3 épées, puis il traîne ses 3 épées tout le temps avec lui. Puis il utilise sa 3e épée pour se battre en la tenant avec ses dents. Juste ça, c'est comme... Ouais, parce que c'est hot dans un manga. Dans la vraie vie... Ben, ils le font, quand même. Dans la vraie vie, ils se cassent les dents. Oui, ça marche pas. Mais c'est pas dans la vraie vie. Ouais, Cette c'est série-là se passe pas dans la vraie vie. Fait que moi, je suis d'accord avec ça. Comme, il y a quelque chose inexplicable, inexpliqué ou inintéressant à expliquer qui fait que ça se fait, genre, slicer quelqu'un en 2 en tenant le manche de ton épée entre tes palettes. Fait que lui, son but, c'est de devenir le meilleur duelliste du monde. Ouais. C'est comme une promesse qu'il a faite dans son enfance à une amie. Je passe par-dessus une amie, je vais revenir à la fin. Il rencontre Usopp, Ouais. qui est comme l'enfant qui criait au loup, là. Oui. C'est juste comme un genre de mythomane. Il tripe ses pirates, mais il y a une raison à ça. T'sais, il veut que les pirates arrivent, les pirates arrivent. Son père, c'est un pirate, puis il est parti quand il était jeune, puis il est jamais revenu. D'ailleurs, je t'interromps pour dire que, justement, chaque personnage secondaire, chaque personnage de notre équipage, Ouais. vient avec ses flashbacks, son univers de backstory, Ouais. qui devra être résolu à la fin de la saison 1. Ouais. Je trouve que c'est comme clean. Ah Puis ouais, je pourrais ouais. l'accuser d'être trop clean. C'est comme, c'est bébé un peu, c'est trop clean. Mais je m'en fous. Genre, je l'accepte. Je fais comme, OK, on a ça. Chaque personne arrive avec son bobo. Puis on va vivre dans
des scènes de ces flashbacks-là qui expliquent le bobo ou qui expliquent peut-être le défi à relever. Mais ils ont encore une continuité dans leur objectif, dans le sens où Zoro va se faire casser la gueule par un gars qui a une épée géante. Là. Puis là, c'est juste comme, ben, là maintenant, faut que je sois encore plus fort parce que je veux une revanche contre ce gars-là. Oui, mais non, c'est conséquent puis ça a une continuité. Mais ce que je veux dire, c'est si tu voulais que ça soit réaliste, là, c'est pas vrai que c'est aussi clean cut que chaque personne vient avec exactement un bobo qui est un défi personnel qui pourrait être résolu dans le cadre de la prochaine semaine. Mais c'est ça qui se passe là-dedans. Puis c'est correct, j'achète. Mais quand on parlait de buy-in, pour moi, ça en fait partie. Parce qu'à un moment donné, je fais comme... Non, c'est possible qu'il y ait un membre de ton équipage qui soit juste quelqu'un qui est déjà bien dans sa peau. Non, pas là-dedans. Chaque personne arrive avec une grosse cochonnerie, puis dépendant de la personne, ça va être plus facile ou plus difficile à relever. Ou Luffy est attiré par ces gens-là. Nami, c'est plus un défi, je trouve. Nami, c'est le plus gros défi à relever pour elle que toutes les autres. Ouais, pour Nami, c'est juste vraiment le début de son histoire, en fait. Ouais, c'est ça. Fait que Usopp, un genre de mythomane qui est pas vraiment puissant en tant que tel. Il est juste vraiment sympathique. Vraiment, je pense que c'est lui qui embarque le plus facilement dans l'équipage. Là. Ben oui. Tripe ses pirates. Puis en plus, Luffy lui mentionne que son père, le père de Usopp, fait partie de l'équipage de Shanks, puis qu'il le connaît, tu sais, puis il l'a déjà vu. Shanks qui était comme le mentor à Luffy, le mentor non volontaire à Luffy. Ouais. Puis on a Sanji, qui est... le dernier, le petit dernier de la gang. Le petit dernier, qui est un chef cuisinier. Ça, c'est vraiment hot comme flavor, genre... Ah oui, t'as l'épéiste, t'as le pirate menteur, t'as la voleuse. Ouais. Pis t'as le cook. Ouais, mais quel cook. Mais oui. Pis c'est cool parce qu'il réussit vraiment avec sa cuisine à faire avancer la quête. Il crée un élément de rivalité avec Zoro aussi, tu sais. Oui, parce que lui aussi, c'est un combattant. C'est pas tout le monde qui est bon au combat. Ben, en fait ils sont tous quand même pas mal bons à part Usopp. Ouais, c'est quand même un univers, mais comme tous les shonen, là, où tout le monde fait un peu d'arts martiaux. Mais Usopp, il est du niveau Krillin, genre. Non, Krillin a longtemps été de calibre. Usopp, il est du niveau genre rien, il est comme Lunch. Il est juste un personnage qui ne se bat pas. Ben moi j'ai je sais pas si je peux qualifier ça d'un genre de délit d'initié, là, mais j'ai parlé avec un de mes élèves qui trippe sur One Piece. Okay. Puis il m'a dit que Usopp était quelqu'un de très puissant, mais qu'on était juste pas au courant. Ok, bon. Et là, là, c'est du spoiler, parce que tu spoil quelque chose qui est même pas dans ce qu'on a dit de regarder. Bon. C'est peut-être pas vrai, là. Mais oui, le fameux c'est peut-être pas vrai. Merci, Julien, de tout désamorcer ce que t'as créé. Puis Nami, ben, son arc, c'est le classique j'ai un secret terrible. C'est ce qui drive l'histoire dans la première saison. Moi, c'est pas mal ce qui m'a agacé le plus dans la série. Moi, j'ai full aimé. Négatif. Non, mais je veux dire, sa quête, cool, parfait. J'ai détesté le moment où elle est complètement vaincue. Puis c'est Luffy qui arrive puis qui dit comme je vais faire ce qu'un ami fait pour un ami, tu sais, puis je vais t'aider. Je comprends, mais elle a toujours été au début de la série, elle a toujours été indépendante, forte. Ouais. Puis là, elle a ce moment-là où, genre, clairement, elle est capable de tenir tête. T'aurais aimé que ça vienne d'elle? J'aurais aimé que ça vienne d'elle. Tu dis ça, mais je me rappelle pas c'est à quel moment, ça. Excuse-moi. Ils sont où, mettons, physiquement? Que je me rappelle elle vient de se faire réquisitionner son trésor. Tu sais, dans le fond, elle a ramassé des sous pour sauver son village. Pour que le Big Bad... Fait que dans le cimetière, là. Ouais. Son village se fait attaquer par Arlong, qui est comme le méchant de la saison 1. Ça aussi, hein, la révélation du méchant, ça, c'est un aspect que je trouvais que la structure était un petit peu sale, un petit peu faite n'importe comment, puis je pense que ça vient je pense que c'est un héritage de l'adaptation. Le fait que c'est adapté d'une série de manga, etc., mais Arlong, qui se veut le grand méchant de la saison, apparaît
à la fin de l'épisode 2, même pas lui, mais un de ses sbires qui apparaît à Buggy le clown, là. Ouais. Puis, fait que lui, il apparaît réellement au début de l'épisode 3, je pense. Puis on comprend que c'est le grand méchant, mais le fait qu'avant ça, on a eu Buggy, puis qu'après ça, on a Kuro, là, le gars qui va vite, puis qui est le majordome, là. On a l'impression qu'on va avoir droit à moi, ça me donne l'impression que c'était un Monster of the Week. Puis quand on reste pendant 2 épisodes avec Kuro, là, je fais comme, OK, c'est plus Monster of the Week. Là, on passe 2 feeling-là. J'ai trouvé que le pacing, le rythme, était donc un peu genre, on part, on arrête. On part, on arrête. Puis j'étais un peu mélangé. Avant que je comprenne que c'était à Orlong, mon grand méchant, ça m'a pris du temps. Il y a un petit problème de pacing avec l'histoire de Kuro, en fait, je trouve. Mm-hmm. C'est un des épisodes qui m'a le plus déplu. C'est l'épisode où Zoro passe l'entièreté de l'épisode à essayer de sortir d'un puits. Pis ça, si tu veux me perdre, fais ça, là. Ouais, il est dans son flashback. Genre de métaphore avec un flashback, puis t'essayes de sortir d'une situation, puis ça marche pas, puis tu retombes en bas à chaque fois. Puis finalement, le flashback se résout, puis ça concorde avec le moment où il réussit à sortir du puits. Comme, théoriquement, tout ça a du sens. Mais c'est paresseux. C'est plate à regarder aussi un peu. Ben moi, j'ai regardé ma tendre moitié, puis j'ai dit, hey, moi, mon bout préféré dans l'épisode, c'était le bout où Zoro est pris dans un puits pendant 50 minutes. Tu sais, c'est comme... C'est pourri sur papier. Je comprends pas comment ça termine dans un épisode. Tu l'as dit, le reste est excellent. Là. Aussi, là, il a pas survécu à cette chute-là du puits. Mais il a survécu. Mais je veux dire, comment un humain survit? Tu te rappelles comment il est profond, le puits? Ouais. Puis comment il se fait barouetter par la fille, là? Je parle plus c'est quoi son nom, mais la henchman de Kuro. De Kuro, hein. Elle fait juste le virer genre tout croche, puis il tombe en bas du puits, puis clairement il meurt parce que c'est très très haut. Mais non, il se réveille. Et d'ailleurs, le comptable mouton, lui aussi, est pitché là. Fait que j'imagine qu'il laisse derrière lui un cadavre d'un comptable mouton. Là. Ouais, totalement. Fait que tu sais, tout ça, j'ai trouvé que c'était sloppy. Là. C'est comme j'aurais peut-être changé ça dans le moment de l'adaptation, ou du moins juste réduire la profondeur du puits. Ouais, en fait, il voulait se débarrasser de Zoro pendant un épisode, on dirait. Ouais, il y avait besoin que Zoro fasse pas partie des héros disponibles. Ouais. En tout cas. Il y a sûrement des façons plus habiles de le faire. Mais tu sais, quand je suis rendu à pointer des trucs devant les plot holes, c'est qu'à quelque part, j'ai assez embarqué, j'ai assez acheté pour être rendu à regarder ces choses-là. Mm-hmm. D'habitude, c'est bon signe sur une œuvre si je critique ce genre de choses-là. Ça veut dire que les thèmes ont été bien abordés, bien résolus, que genre j'ai vécu des moments d'émotion forte au fur et à mesure de mon visionnement. Sinon là, la conversation serait bien plus rapide où je te dirais ben j'ai pas aimé ça parce que j'ai trouvé qu'ils ont fait du caca avec un thème intéressant. Oui. Ce qui est pas le cas. Non. Fait que quand on est rendu à pointer ça, c'est qu'on a aimé ça en général. Oui, puis ça, c'est comme un classique d'auteur de télésérie, là. Il y a un moment en plein milieu où c'est un peu plus mou, puis... c'est juste cheap un peu. C'est juste cheap un peu. Mm-hmm. On a beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'on a fait notre temps. Ben oui, ben écoutez-le, c'est cool, pour vrai. Surtout si vous connaissez rien de One Piece, c'est vraiment une belle place pour commencer. La saison 2 est confirmée. Qu'est-ce que t'as pensé? Excuse-moi, avant de finir, j'avais ça en tête aussi. On a parlé d'un année des factions ensemble. Puis pour moi, il y a 3 factions. Il y a les Marines, il y a les Straw Hats, puis il y a toutes les autres pirates. Ouais. Mais dans toutes les autres pirates, à un moment donné, on découvre que les Fish People, c'est comme un truc particulier. Puis là, il y a comme un peu un sentiment de caste ou de... Puis je sais pas, qu'est-ce que t'as pensé de ce rapport-là? Parce que pour moi, il y avait comme un statement sur les liens entre les populations, puis etc. Il y a les humains, puis il y a les gens poissons. Ouais, définitivement, puis c'est gros comme le bras, mais je pense que ça aurait pu bénéficier d'un peu plus de finesse. Ouais, parce que ça a vraiment l'air d'être un calque du racisme comme tel qu'on le vit dans notre monde, puis ouais, mais même outre la relation avec notre monde à nous, là, ça aurait pu être amené d'épisode en épisode. Mm-hmm. Là, je trouve que c'est apparu un peu... Tu sais, dans le fond, le seul moment où on le vit, c'est qu'il y a un majordome dans le genre de bateau-restaurant géant, là, qui est comme l'autre, là, qui est comme... c'est un poisson, puis on vit ce genre de moment de confrontation-là, de genre, toi, tu travailles pour les humains. Mais c'est un peu tard. C'est un peu tard. C'est genre épisode
5. Exactement. Ouais. J'aurais aimé ça que ça vienne... En tout cas, s'ils voulaient qu'on développe un genre d'empathie envers les hommes-poissons, hein. Parce que sinon, après ça, tout ce qu'on voit d'hommes-poissons, c'est des pirates méchants. Là. Puis plus Arlong fait son speech du méchant, tu sais, qui dit genre, ah, vous pouvez pas nous comprendre. Ouais. Plus que ses arguments, je les trouve solides puis convaincants. Puis je fais comme, waouh, ils ont vraiment un grief. Ils tiennent quelque chose, là. Ben moi, j'ai... Ouais. Genre, plus ça avance, plus je les trouve convaincants, mais moi, ils me convainquent pas. Parce que moi, tu m'en as pas parlé au début. Là, je découvre ça au fur et à mesure, puis je fais comme, ah ben là, maintenant que tu dis, ok, mais genre, je roule pas pour toi, là, il est trop tard. Au niveau purement du lore puis du worldbuilding, plus ça avance, plus qu'il y a d'informations qui nous est données, puis maintenant on apprend qu'il y avait un deal avec 7 pirates importants, puis etc. Fait que, dont Mihawk Dracul. Que j'ai l'impression que plus... Tu sais, ce que je pense que pourquoi il y a 1000 épisodes de manga, là, c'est que ça doit tout le temps faire ça. Ça doit aller tout le temps en... Finalement, on le savait pas, mais il y a aussi qui existe dans notre monde. Ben, le fait ce gars-là, finalement, il y a une deuxième vie. Puis, fait que c'est ça, les mangas, c'est ça que ça fait. Fait que j'ai un peu peur pour les autres saisons de la série, à me dire comme ça va juste aller en expansion, puis ça va faire un Game of Thrones saison 8. Là. J'ai l'impression qu'on a... Ouais, que c'est ça. Ça va grossir, puis grossir, puis grossir. Mais tu sais, ça, c'est un... Mais c'est ça que ça fait, Dragon Ball, tu sais. Oui, c'est ça, mais y a-tu quelqu'un qui dit que la meilleure dans Dragon Ball, c'est Boo? Non. Ou que le meilleur dans Dragon Ball, c'est Dragon Ball GT? Non. C'est comme... Dragon Ball, c'est quand c'est petit que c'était bon, puis quand ça a pogné un truc, tu sais, avec la saga des Saiyans puis Freezer, c'était... Tout le monde dit comme, là, il y a quelque chose, parce que c'est du pur shonen, tu sais. Mais après ça fait juste répéter. Ouais. Répéter. On va voir. Si ni toi ni moi on se lance dans le manga ou dans l'animé, on va avoir la surprise à la saison 2. Et tu peux être convaincu que je ne ferai pas ça, donc j'aurai la surprise dans la saison 2. On s'en reparlera rendu là. Mais oui, moi je le conseille à n'importe qui l'a pas vu encore, puis qui l'a pas vu tout à l'heure quand vous l'avez mis sur pause, peut-être pas en tout cas. Ouais. Fait que d'aller le voir. Ouais, c'est très divertissant. Mm-hmm. Ouais. Ok, cool. Fait que tu vas me lire quelque chose. Oh là, oui. J'ai hâte. Lettre de la caporale Khafi Tsotz. En mon absolue humilité plébéienne, puis en connaissance du risque de châtiment pour parjure, je présente cette supplique au tribun de la plègue. Tribun, je t'écris de mon cachot de fortune, une cage de ronces pis de bambou suspendu au-dessus d'un feu de joie. Les rampeux célèbrent autour. Ils pensent que je suis quelqu'un d'important, tant pis pour eux. Ils vont vite catcher qu'une amie personnelle du tribun de la plèbe, c'est pas si précieux que ça. Puis ils vont me faire la passe à la seconde que mon insignifiance va éclater au grand jour. Je doute que cette lettre-là trouve son chemin jusqu'à toi. La vipère m'a dit qu'elle ferait porter jusqu'à Eloma, mais je vois pas pourquoi elle tiendrait parole. C'est une bifidiste elle avec, après tout. Anyway, si tu finis vraiment par lire ça, je devrais te faire le topo de la situation sur le front ouest. Tu m'excuseras les dérives, les digressions, les imprécisions. Ici, on me donne chaque soir une pitance assaisonnée d'intoxicants qui me calisse la face à terre, puis qui me donne des hallucinations, puis des frissons constants. Des fois, je suis sûr que je leur dis des affaires que j'ai pas d'affaires à leur dire. Je peux pas m'en empêcher, ça sort tout seul, c'est plus fort que moi. J'avais aucune intention de leur dévoiler les détails de l'attaque sur Zintifi. Mais bon, j'ai merdé solide. J'imagine que les bifidistes en sont sortis victorieux parce qu'en ce moment, ils festoient autour du bûcher. Je t'ai dit qu'ils ont érigé un gros feu de joie. Ils célèbrent à la Serpentienne avec les creusets d'or d'Imbraise, puis les marionnettes géantes faites d'ossements d'ennemis, puis les beats sacrés du Mycitel antique, puis l'hiérogrammate qui boit les yeux de mon colonel avec sa paille cérémonielle. Puis tous les sacrifices forcés. Là. V'là même pas une heure, il fouettait une soldate pour qu'elle marche ses braises en dessous de moi. Une apienne, les ailes calcinées jusqu'au costal. Archère, à en déduire de sa shape. Je donne pas plus que 15 ans. Elle a crié puis crié, jusqu'à ce qu'elle crie plus. J'ai broyé. Je la connaissais pas pourtant. C'était peut-être les drogues. Ou le stress d'être la prochaine sur la liste. Ou je suis peut-être juste moumoune.
Ton père disait souvent ça quand je me faisais garder chez vous. Les corbeaux sont-tu toutes des maudites momounes comme toi, Rafi? Peut bien parler, le vieux Chris. Même pas capable d'endurer que son fils consacre sa vie à la plèbe. C'est qui la momoune? Celle qui continue d'avoir de l'espoir même dans une cage en bambou lichée par les flammes? Ou celui qui se plante un glaive dans le cœur par honte de son fils? Wow. Excuse-moi, je voulais pas écrire ça. Je sais que t'aimais ton père. Anyway, je sais pas pourquoi on parle de ça. Je pense qu'ils m'ont drogué. Ici, il y a une grosse crapaude qui me sent à ma pitance. Une Luguns. Je suis sûr que c'est une Luguns. Je me sens plus moi-même. Je me gratte partout, ça pique tout le temps. J'oublie tout à part les souvenirs dans lesquels je vis, comme des rêves, puis je les revis, puis il y a une petite vipère corail couverte d'une soutane d'écailles de jade, comme dans mon rêve, puis elle pose des questions, puis je dis tout parce que c'est un rêve, puis le jade est joli. C'est elle qui m'a donné de quoi t'écrire. Par bout, elle ressemble quasiment à Orkrikta. Puis j'y ferai confiance jusqu'au bout de ce Maubor. As-tu des nouvelles de ma Grikta? Es-tu retourné en pays corvien s'occuper de sa grand-mère, finalement? Habites-tu encore à Ilomode? Tu l'héberges-tu encore? T'as faux-tu encore, mon esti? Ha! Tu pensais pas que je le savais, hein? Un aquilien pis une corvienne. Vous m'écœurez. Hey, méchante poignée dans le dos, la Crafi, hein? Vous deviez rire dans votre odeur de cul, mes hosties de chiens sales. Ha! Wow. Complètement fucked up ce que je viens d'écrire là. Excuse, man. Je pense qu'il me drogue ici. Je sais bien que ma Grikta faisait juste chambrer. Vous m'auriez jamais fait ça, anyway. J'ai full confiance en toi. D'ailleurs, tu vas me sauver, hein? Ta chum d'enfance, sœur de nourrice, séquestrée par l'ennemi. Je sais bien qu'il n'y aura pas de rançon sonnante pis trébuchante ou d'escadron tactique déployé pour sauver une corneille sans fromage comme moi. Mais mon vieil ami le tribun peut peut-être tirer un miracle de sa manche de toge sénatoriale. Right? Right? S'il faut convaincre le Sénat, dis-leur que j'ai des informations privilégiées. Dis-leur que j'ai agi en tant qu'espionne pour l'Empire, qu'il faut me rapatrier à Litakis pour recouvrer toutes les infos sensibles sur l'insurrection bifidiste qui existe juste entre mes deux yeux. Il faut faire vite parce qu'à chaque jour, il m'en soutire un peu plus sur nos tactiques. Une caporale, ça en sait quand même pas mal. Je suis trop précieuse, tribun. Le Sénat peut pas se permettre de me laisser sous leur constriction. En plus, il y a la fucking Luguns qui me fait tout dire. Fuck. Écoute, faut que je t'avoue, pour le débarquement de Khashyal, c'était moi. Je leur ai tout dit. J'étais pas moi-même, je te jure. J'étais comme possédé. Mais ouais, je sais que c'est pas rien, le nombre de régiments qui y ont passé. Gars, je suis vraiment pas fier de moi. C'est juste hors de mon contrôle ce qui sort de ma gueule. J'ai un danger public pour l'Empire. J'en sais trop. Puis je suis à leur merci. Si tu peux pas convaincre le Sénat de venir me chercher, au pire, qu'il envoie un assassin arachnien empoisonner ma pitance. J'ai comme un feeling qu'elle est déjà spikée de toute façon. Dis à ma Grikta que je l'aime, puis que je m'excuse. Dis à l'Empire que je l'aime, puis que je m'excuse. Caporal Rafi Rtsot. Cacheté par le bureau du tribun, Ilomode, J1, S3, M4, A4, L2, C20, R de ciel. Traduit de l'Irial par le journal. Wow, Joël. C'est bon, ça. Ben, c'est tout le temps bon, là, mais... Je sais pas, il y a de quoi qui me rejoint plus dans ce texte-là que dans les autres. On dirait que, je sais pas, il y a plus d'émotions, puis le fait que on se rapproche du tribun. On lit tout le temps les lettres que ce dude-là ou cette fille-là reçoit. Puis là, on est dans les derniers moments ou dans des moments dramatiques dans la vie de quelqu'un qui est proche de cette personne-là. Puis on dirait qu'on rentre plus dans une histoire proprement dit. Là. Mm-hmm. Ma première réaction, c'était d'être vraiment surpris que cette lettre-là se rende. Parce qu'évidemment, ça a été cacheté, c'est parce qu'elle s'est rendue. Oui. Fait qu'on peut comme se fier un peu sur cette fameuse vipère corail avec une robe de jade. Là. Ouais, on voit que la personne qui écrit la lettre, la caporale, trosse pas totalement, puis on se dirait normalement, ouais, moi non plus, je la trosserais pas.
Mais la lettre a été cachetée à Ilurmo. C'est hot. Fait que la vipère, ça a l'air que soit elle est trop stable, soit elle joue un autre game plus compliqué. Genre. Mais il y a ça que j'aime, c'est que là, on est dans quelque chose de névralgique. On a ce personnage-là, Rafi, qui est... à la fin de la lettre, on sait pas encore si ça s'en est sorti ou pas. C'est une corvienne? Ouais, c'est okay. une corneille. Puis, une femme corbeau. Puis on a aussi la vipère. Donc on a comme... Puis ça met aussi le tribun dans une situation où il doit agir. Dans les autres situations aussi, il devait agir, mais là, c'est comme très, très, très dramatique. Il faut qu'il fasse quelque chose. Ouais, je suis content de ce texte-là. Ça nous amène à plein d'autres places. Bifidiste? Ouais. C'est-tu comme séparatiste ou... Ben, c'est un mot que j'ai inventé. Ah, OK. C'est un mot français comme qui traduit une réalité qui n'existe pas dans notre monde, okay. mais que c'est juste... on va dire que les langues des serpents sont bifides. À cause que la langue est fourchue? C'est un mot anatomique. Ça veut dire fourchu pour une langue. OK. Les bifidistes, c'est clairement un mouvement de sécessionniste. De serpentien. De serpent. Serpentien, OK. Quand j'ai lu ça, j'ai tout de suite été relire les autres textes parce que je me souvenais d'une mention d'une rébellion qui était serpentienne. Oui. Puis c'était dans le texte de Miyorksha da Mosas. Oh, OK. Fait que là, puis les quelques semaines séparent les lettres. Là. Mm-hmm. Fait qu'on est vraiment en plein cœur d'une rébellion. L'Empire est comme en réaction, là, est en train d'essayer d'écraser cette rébellion-là. Ouais, c'est bien ça. J'ai vraiment aimé qu'elle soit témoin, Rafi, de ces rituels serpentiens-là. Ça nous donne comme une vision sur comment les différentes espèces de gadines ont différentes cultures. Puis là, on voit quelque chose qui est très comme tribal. Elle dit qu'il célèbre à la serpentienne. Ouais, on sent que c'est une façon de faire les choses. Ouais, exact. Ouais. Encore une fois aussi, que le fait que c'est pas noir ou blanc. Que même parmi cette gang de serpents-là, il y a une vipère qui a une motivation qui va à l'encontre des autres. Mm-hmm. Il y a une raison pour laquelle elle aide Rafi, pour laquelle elle donne du papier, de quoi écrire, puis qu'elle transmet sa lettre. J'ai trouvé ça super drôle que Rafi fasse toujours mention qu'elle pense qu'elle est droguée. Ouais. C'est comme genre, je pense que j'ai été drogué, comme si cette drogue-là, c'est comme un sérum de vérité dans le fond. Hein. Comme si aussi, à chaque fois qu'elle réalise, c'est la première fois qu'elle réalisait, tu sais. Elle est tout le temps comme, c'est-tu moi ou ça se peut-tu que je sois, hey, en toi pis moi, là, vite de même, ça se peut-tu que je sois drogué, tu sais. À chaque 3 paragraphes, elle fait ça, là. Ben, c'est que ça je me suis amusé à faire ça, je vais t'avouer. Ben, même dans ta lecture, on sentait qu'elle avait aucun filtre, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça qu'elle se permet de dire sa façon de penser au tribun, puis de soupçonner que peut-être il y a quelque chose qui se passe entre son amoureuse puis le tribun, ou tu sais, ouais, c'est super intéressant ça, le fait que, puis tu sais, c'est des serpents, fait que là je me disais, est-ce que ce mélange-là vient de leur propre glande? Mm-hmm. Est-ce que ouais? Non? Oui, il y a quelque chose, ben je sais pas à quel point j'ai le goût d'en dévoiler là, mais il y a quelque chose qui se passe avec que ça serait pas la même chose s'il y avait pas de serpent dans l'équation. Là. OK. Mais tu vois, la personne qui l'empoisonne, qu'elle soupçonne de l'empoisonner, c'est une crapaude. C'est même pas une serpent. Ah, c'est vrai, mais il y a des crapauds aussi qui sécrètent qui sécrètent des venins ou des drogues là, de par leur... Des bifotoxines. Ouais, ok, bon. Non, mais ça me dit rien, là, mais oui. J'embarque avec toi là-dedans. Hey, c'est quoi une luguns, man? Un mot créé pour... C'est rien, là. C'est la première fois que ça t'est dit, c'est la première fois que c'est présenté, et ça n'existe pas ailleurs dans notre monde. Puis ça n'était jamais discuté dans Gadine. Mais je peux te le dire, là, une luguns, c'est un crapaud
qui fait une forme de magie ou de quelque chose. Ok. C'est comme une caste chez les crapauds. Ok. Puis ça a clairement une réputation partout dans l'Empire parce que il dit, il y a une grosse crapaude qui me sert ma pitance. Je suis sûr que c'est une Loguns. Je suis sûr qu'elle m'empoisonne. Tu sais, il y a comme quelque chose là-dedans. Ok, je comprends. Un peu comme à la fin, elle parle des assassins arachniens. Oui. Mais c'est comme pas des mythes, mais c'est des guildes, des groupes. Des comme nos réputations. sorciers fourmis, genre. Ouais, exact. Tu sais qu'il y a quelque chose qui existe. Tu sais pas quelle part de ça qui est une légende, quelle part de ça qui est la réalité. Peut-être que les crapauds font du bon PR pour faire croire au monde que c'est des grands sorciers, puis que dans le fond c'est pas vrai, ou peut-être qu'il y a une forme de sorcellerie. C'est qui comme existe le chez les crapauds. Inglourious Bastards, le Bear Jew, là. C'est comme le Bear Ouais, Jew. C'est comme Eli Roth. Ouais, c'est ça, ok. Mais c'est ça. Fait que là, pour la première fois, on entend parler des Loguns, mais c'est juste le mot pour ça. Puis ce mot-là, il est pas en irial, il est dans la langue des crapauds. Même que le nom de ma personnage ici, j'ai décidé de pas le mettre en irial, c'est dans la langue des corbeaux. Ok. Tu sais, j'inclus un petit peu d'idéolangaison autre de temps en temps, parce que ça fait différent. En fait, ça fait du sens parce que tu parles aussi dans la lettre du pays des corbeaux. Est-ce qu'elle est retournée au pays des corbeaux ou elle est restée à Elurmurd? Mm-hmm. Fait que ça, ce genre d'expansion-là dans un texte, je trouve ça tout le temps cool, là, parce qu'on apprend à découvrir cet univers-là. Puis là, ok, les corbeaux, ils ont leur pays. Sont-ils dans l'Empire? Mm-hmm. Fait que, un peu comme les dauphins Ouais. qu'on a découvert il y a 2 semaines. Là, j'ai une question vraiment sérieuse. Prends ton temps pour trouver la réponse, mais est-ce que Jean de La Fontaine est canon dans Gadin? Ou c'est une liberté de traduction du journaux? C'est une liberté de traduction. Ok. J'avais une réponse toute prête pour toi parce que quand j'ai écrit ça, j'ai trouvé ça comique. Je me suis dit, ben oui, parce que le journaux, il recrée clairement en irial, il y avait une figure de style ici, puis lui, il a fait une localisation. Nice. C'est un bon traducteur, le journaux. Et il va devenir traducteur un jour. Ah, c'est-tu vrai? Ouais. Spoiler. Spoiler. Ça m'avait fait bien rire, l'idée du fromage. Tu sais, mais c'était comme... Juste pour ramener, là, parce que je sens que nos auditoristes connaissent pas le journaux. Ok, ouais, vas-y. Le journaux, c'est le personnage d'Émiurge. C'est lui qui invente Gadin. Ouais. Fait que j'ai une mise en abîme d'univers, là. Fait que, juste pour être sûr, le journaux, il traduit toutes les lettres. Les lettres sont écrites en irial par quelqu'un à Gadin, au tribun. Puis le journaux, il se dit traducteur de l'irial et c'est tout. Comme Tolkien se disait traducteur du Westron et c'est tout. Ok. Fait que c'est un petit cul de le gardeur qui traduit les lettres du tribun. C'est ça. Ok. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec Raffi. Je sais pas, là, on est comme dans une intrigue de rébellion qui est confirmée par différentes sources, par différentes lettres. Est-ce que le tribun va prendre action? Est-ce qu'il va opter pour la faire assassiner par des assassins arachnéens? Il y a beaucoup de stock dans ton texte. C'est super bon world building. Est-ce qu'il y a quelque Merci. chose qui m'a échappé? Ben non, moi je veux dire, tu pointes ce que tu as envie de pointer, mais moi, il y a rien là-dedans que je me disais, faut absolument que j'en parle. C'est plus, j'aimais, dans le fond, les 2 autres lettres que j'ai écrites avant, à chaque fois, j'étais tenté d'avoir une voix qui était plus comme émotive ou précise mais j'étais comme, quand on fait de l'épistolaire, le personnage parle à l'autre personnage puis il le connaît. Quand j'écris des lettres au tribun, c'est plus proche d'être une demande au gouvernement. Ouais. C'est ça pareil, là. Ouais. Fait que c'est un personnage qui est plébéien, qui écrit à son représentant. Fait que c'est comme quand j'écris au député. Ça peut jamais être full privé, puis personnel, puis avoir des divagations, puis des choses comme ça. Fait que là, je me suis permis un bonbon. Je me suis dit, elle est droguée, elle va tout dire ce qui lui passe par la tête, puis elle parle à son chum d'enfance. Ouais, exact. Fait que l'idée qu'elle était dans une situation de détresse, en plein cœur de clairement ce qui est en train d'être une guerre qui éclate, une insurrection pour être plus précis. Ça, c'était mon idée de départ. Après ça, quand j'ai commencé à écrire, puis je me suis dit,
elle connaît le tribun, elle parle au-dessus, elle va parler de vieilles inside ou des affaires même. Ouais. Ça m'a ouvert comme des portes que je trouvais vraiment intéressantes. Puis j'étais un peu triste parce que je peux pas faire ça trop souvent. Non. La plupart des gens qui écrivent au tribun le connaissent pas personnellement. Là, je m'en suis permis une. Une fois de temps en temps, tu peux te permettre ça, ouais. Ouais. Puis là, à ce point-ci, je vais plus cacher quoi que ce soit, là, mais c'est ça mon format pour Comme du monde. J'ai choisi que ce que j'écrivais, qui est diégétique, là, c'est des lettres au tribun. Fait qu'on apprend le monde, puis on apprend les événements à travers des lettres. Je me suis dit, je vais jamais écrire une lettre du tribun à quelqu'un. OK. Fait que j'ai l'impression que je vais pas avoir de réponse à ça. Si on a des conclusions sur le sort de Rafi Rtsot, ça sera à travers d'autres lettres qui donnent d'autres informations sur d'autres choses. Ouais, qui sont toujours adressées au tribun. Ou c'est comme le risque que je prends en termes de genre perdre des lecteurs qui font comme « fuck you, Joël ». Mais c'est peut-être qu'on saura jamais. Ouais. Puis pour moi, il y a des éléments qui sont pas importants là-dedans parce que c'est un véhicule pour passer du world building. Absolument. Que je fais dans le cadre du podcast. J'ai comme plus ou moins comme intérêt principal d'apporter une narrativité qui est efficace puis qui envoûte les auditeuristes puis tout. C'est plus comme on rentre dans un monde puis on découvre ce monde-là. Fait que est-ce qu'on va savoir qu'est-ce qui se passe avec Rafi Rtsot? Est-ce qu'elle va devenir le personnage principal de sa propre histoire? J'en doute fortement. OK. Reste que tu me fais penser à quelque chose. On en apprend aussi sur le père du tribun. Ça, j'ai trouvé ça intéressant, là, par la bande, de donner de l'information. Mm-hmm. Puis, si je me trompe pas, le lieu où la rébellion se passe, c'est comme une bande, une fine bande qui relie 2 continents, là. C'est... oui, puis non, oui. On va dire ça. OK. Tu sais, ton territoire du monde connu, Adofar, Valterra, mais l'endroit où il y a Valterra, ce genre de place-là, qui relie une péninsule au continent, ben, la péninsule, qui s'appelle Mycitel, elle appartient au serpent, mais depuis longtemps, elle fait partie de l'Empire. Puis, régulièrement, il y a eu des révoltes dans l'histoire. Ouais. Là, on est dans un moment où il y a une révolte. Puis si la révolte arrive, elle arrive sur les berges, mettons en bataille navale, ou dans l'isthme, dans la bande de terre. OK. Fait qu'en ce moment, elle est écrite où exactement cette lettre-là? Ce n'est pas dit. T'sais, j'ai même pas écrit un nom de village ou quelque chose. Non, c'est ça. Mais elle est chez les Serpentiens, puis elle est pas loin. Ou du moins, pas qu'elle est pas loin du front, on sait pas où le front, mais l'information qu'elle divulgue concerne le front. Ouais. Puis ça aide les Serpentiens dans leur insurrection bifidiste. Cool. C'est ça. Ben, j'ai rien d'autre à dire, à moins que tu aies quelque chose à souligner. Ben, peut-être ton opinion. Est-ce que tu penses qu'elle va être sauvée? J'en doute fortement. Je pense pas que c'est possible. Je pense que ses jours sont comptés. Ah, je viens d'avoir un flash, par exemple. Quoi? Le texte avec la mairesse de quoi? Qui perd la boule complètement. Serait-ce l'œuvre d'une Luguns ou d'un Luguns? Peut-être, pourquoi pas. Puis aussi, ben dans ce texte-là, je pense qu'on vit une détresse à Quan parce que c'est un peu à proximité de où il y a la guerre. Là. Ouais. Fait qu'on est dans le même mois. Là. Ouais. Tout ça se passe en même temps, puis c'est une série de lettres que le tribun reçoit. Notre tribun, là, maintenant, dans ce texte-là, tu l'as pas vu, je pense que tu l'as pas nommé, mais c'est dit que c'est un Aquilien. Parce qu'elle a dit... Je savais que Parfour, un Aquilien puis une Corvienne. Une Corvienne, oui. Fait qu'il y a quelque chose que je trouve intéressant dans les accouplements interespèces. Ouais. Que pas dans les accouplements interespèces dans la vraie vie. Là. Excuse-moi, juste me rétracter là-dessus. Mais ça va être le soundbite. Ah non! Mais dans ce concept-là d'avoir des espèces différentes. Ouais. Puis que là, on a quelqu'un qui imagine, qui doute que peut-être elle s'est fait tromper
par quelqu'un d'autre, mais cet adultère-là se passe entre deux espèces, puis elle dit, tu sais, vous m'écœurez. Ouais. Donc, on a un peu de world building sur les rapports entre les espèces Ouais. dans... OK, fait que ça se fait pas. Ou du moins, dans la société corvienne ou dans la société impériale, c'est peut-être un grand tabou. Il y a ça, puis il y a le fait qu'elle soit quand même charmée par la vipère. Fait qu'elle dit arc ou vous m'écœurez, mais on dirait qu'elle... Elle trouve que le jade est joli. Là. Ouais, mais on dirait qu'il y a de quoi par rapport à la séduction de cette vipère-là. T'sais. C'est peut-être la drogue aussi. Je pense qu'elle est droguée. Ça se peut-tu qu'elle soit droguée? Elle? Je sais pas. Ça se peut qu'elle soit droguée. Mais ouais, c'est ça. Fait que il y a ça qui se passe. Puis là, pour moi, c'est quelque chose que je pourrais développer un peu plus, savoir, genre, un couple interespèce, est-ce que c'est accepté dans la société de l'Empire ou est-ce que ça se fait pas? Ouais. Et parce que ça se fait pas, les gens qui ont ce kink-là, ça se fait en cachette. Quand ça se découvre, ça peut détruire une dynastie. Tu comprends, genre? Mais à Quan, tout se fait. Tout se fait, ouais. Fait que c'est sûr qu'à Quan, ça se donne. Mais ici, tu sais, c'est dévoilé un peu qu'il y a une forme de tabou là-dedans, là, c'est sûr. Ouais, c'est habile. Puis même que c'est deux races aviaires. C'est un aquilien puis une corvienne. J'ose pas imaginer comme l'émotion que les gens ont quand c'est plus funky que ça. D'ailleurs, c'est ça. On apprend que le tribun, c'est un aquilien qui avait été sous-entendu dans la lettre à Quan que c'était soit un furet, soit un aigle. Oui, parce qu'il disait je veux pas vous offenser, mais puis là, il bâchait les furets et les aigles. Ouais. Fait que okay, là, on sait que c'est un aigle. Cool. J'ai hâte d'entendre la suite. OK. Ouais. Fait qu'on se dit bonne semaine. Je pense qu'on se dit bonne semaine. C'est la seule fois où on peut pas parler de qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine. Oh, c'est impossible pour nous parce que ça se passe dans le futur. Ouais, on le sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Non. Ça va être une surprise. Mais j'espère que tu vas passer une belle semaine à te demander de quoi tu vas parler. Ouais. Ah oui, je vais être dans le suspense tout le long. Ouais. Ben, bonne semaine. Ça fut un plaisir. Bonne semaine à toi. Bye. Bye bye. Comme du monde, un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au comedumondepodcast@gmail.com. Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme du monde.